Le shiur d'hier soir, il concernait une sougia dans la Masechet Shabbat Daf Kuf Kav Dalet Amud Bet et qui traitait de la question des jvarim, c'est-à-dire des débris d'un ustensile, en posant la question de leur déplacement. On sait que les dynimes de Mouksé restreignent le déplacement des objets en fonction de nos besoins, les tzorer mekomo, les tzorer goufo. La question se pose pour les débris. Les débris d'un ustensile, suite à une brisure, à une fragmentation, peut-on ou pas les déplacer? Et donc on va avoir une Mishnah qui va nous évoquer cette question avec globalement trois situations qui vont dépendre en fait d'une question centrale, à savoir ces débris ont-ils une fonction, une utilisation? Peut-on encore les utiliser? Et à partir de là, on va dégager trois situations. La première où les débris ne peuvent plus être utilisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de fonction propre, auquel cas tout le monde est d'accord, quels que soient les avis, que ces débris deviennent ce qu'on appelle Moukhtse Mechamat Goufo, c'est-à-dire Moukhtse en essence. Étant donné qu'ils n'ont plus de fonction, d'utilisation, quelle qu'elle soit, eh bien on ne peut plus les déplacer. La deuxième situation, à l'inverse, où en fait ils vont avoir une fonction, une utilisation, mais qui plus est l'utilisation qui correspond à l'ustensile original. C'est-à-dire que ces débris proviennent bien de ce qu'on appelle un keli original, initial, qui avait une fonction. Et bien, si en se brisant, malgré tout, ces débris conservent la fonction du keli original, et bien tout le monde est d'accord qu'on peut les déplacer. On va avoir cependant une discussion, et c'est l'objet justement de la Mishnah, dans le cas où ils conservent une fonction, mais qui ne correspond pas à la fonction du keli de l'ustensile dont ils proviennent. Si la fonction est différente, peut-on encore ou pas les déplacer? Et donc, on va avoir une discussion entre d'un côté Tanakama qui va nous dire que oui, le premier avis de la Mishnah qui va nous expliquer que oui, on peut les déplacer s'ils ont conservé une fonction, et de l'autre côté Rabbi Yehuda qui va nous expliquer que non, on ne pourra les déplacer que s'ils ont conservé la fonction du keli initial dont ils proviennent. Alors, de prime abord, pour comprendre cette Mishnah, il semblerait que ce soit l'avis de Tanakama qui soit le plus logique. Alors pourquoi c'est le plus logique? Eh bien parce que pour pouvoir déplacer un ustensile durant Shabbat, il faut répondre à la première question, à savoir, a-t-il une utilité? A-t-il une fonction? Peut-il répondre à un besoin? Or, dans notre cas précis, si on estime que les débris ont une fonction, une utilisation, quelle qu'elle soit, ils répondent donc à la définition d'un keli, d'un ustensile, et à ce titre, on pourrait tout à fait les déplacer. De telle sorte que cette fonction, quand bien même elle serait différente de la fonction du keli initial dont ils proviennent, reste une fonction tout de même, reste une forme d'utilisation, et leur donne donc ce din, ce statut de keli, d'ustensile en tant que tel. Et donc à ce titre, on pourrait les déplacer. Ce qui nous met dans une difficulté pour comprendre l'avis de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda semble si restrictif en imposant cette règle qu'on ne pourra les déplacer que s'ils ont conservé la fonction du keli initial dont ils proviennent. Alors pour mieux comprendre l'avis de Rabbi Yehuda dans un second temps, en fait, il faut introduire une autre notion qui est ce qu'on appelle la hachana. Alors qu'est-ce que c'est que la hachana? Littéralement, ça signifie la préparation. En fait, il faut comprendre que le Shabbat, pour pouvoir utiliser un ustensile, il faut répondre à deux conditions. La première condition, c'est effectivement la question de la fonction, de l'utilité, que ce keli doit répondre à un besoin. La seconde, c'est que ce besoin ait pu être envisagé durant Shabbat. Et c'est précisément ce qu'on appelle la hachana. C'est-à-dire que l'ustensile en question, il doit être mouchan, c'est-à-dire qu'il a été réservé, que son utilisation ait pu être projetée durant Shabbat. Si on n'avait pas projeté l'utilisation d'un keli durant Shabbat, d'un ustensile durant Shabbat, on sort de ce qu'on appelle le din hachana, de cette règle de hachana, c'est-à-dire d'être préparé, d'être conçu pour pouvoir être utilisé le Shabbat. Et on entre dans une autre catégorie de Mouktsé qui s'appelle Nolad. Mouktsé Mechamat Nolad. C'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau, littéralement qui est né, qui vient de naître, et pour lequel nous n'avions pas envisagé de l'utiliser durant Shabbat, quand bien même son utilisation serait complètement permise. Alors, ce principe de Moukhtse Mechamat Nolad, c'est-à-dire restreindre le déplacement d'un objet parce que Mechamat Nolad, parce qu'il est nouveau, parce qu'il est apparu nouvellement et que nous n'avions pas envisagé son utilisation durant Shabbat, quand bien même elle est permise, c'est un sujet qui est longuement débattu dans la Masechet Betzah, c'est-à-dire le traité
qui traite notamment de toutes les règles relatives à Yom Tov. Mais il faut bien comprendre que la question des Jvarim, des débris, elle pose précisément cette question, puisque les Jvarim, les débris, perdent a priori leur statut de Mouchanim, c'est-à-dire d'être envisagés, d'être projetés pour pouvoir être utilisés pendant Shabbat. Puisque auparavant, ce qui était Mouchan, ce qui était prédisposé pour être utilisé pendant Shabbat, c'était le Keli, dans sa totalité, dans son entièreté. Donc, à partir du moment où il a été brisé, quand bien même les Jvarim, c'est-à-dire les débris, répondent à une fonction, ont-ils du moins sur eux ce din hachana, ce statut de hachana. Et c'est dans cette mesure qu'on va mieux comprendre finalement la vie de Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Yehuda, en exigeant que les débris ne peuvent être déplacés que s'ils ont conservé la même fonction, il vient quelque part nous révéler que la Jvira, c'est-à-dire la brisure du Keli, de l'ustensile, n'a eu aucune incidence sur le Keli lui-même, sur l'ustensile lui-même. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle de bitul à Keli. Il n'y a pas eu d'annulation du Keli initial. La seule chose qui s'est passée à la rigueur, c'est ce qu'on appelle un rétrécissement de l'objet, c'est-à-dire qu'on a eu des débris, mais qui ont conservé la même fonction que le Keli original. Et donc, en ce sens, finalement, ce n'est qu'une autre version du Keli original, mais en plus petit, en plus fragmenté. Et donc de là, on comprend d'autant mieux finalement la vie de Rabbi Yehuda, qui nous explique qu'à ce titre, s'ils ont conservé la même fonction, eh bien ils conservent leur digne de mouchan, c'est-à-dire de préparer, c'est-à-dire d'être envisagé pour son utilisation durant Shabbat. Et donc, ils peuvent être utilisés à ce titre durant Shabbat. Quelque part, finalement, c'est toujours le même Keli. C'est toujours le même Keli puisqu'il a conservé la même fonction, c'est simplement qu'il est devenu un peu plus petit. Et donc il concerne son statut de Mouchan. Et donc là, la vie de Rabbi Yehuda semble beaucoup plus lisible, ce qui va nous poser un problème pour Tanakama. Puisque d'après le premier avis de la Mishnah, les débris, quand bien même ils ont une fonction qui est différente, on peut encore les déplacer. Et là, ça va être problématique, parce que s'ils ont une fonction différente, c'est bien qu'il y a eu un bitoul, une annulation du keli initial, de l'ustensile initial dont ils proviennent, puisque l'ustensile initial répondait à une autre fonction que les débris ont actuellement. Et donc à ce titre, ils perdent leur digne de Mouchanim. Ils perdent leur statut de Hachana, d'être préparés, envisagés pour Shabbat, qui siégeait justement sur le Keli initial. Et à ce titre, on comprend moins comment Tanakama peut envisager qu'on puisse les utiliser durant Shabbat, puisque même s'ils ont une fonction qui est totalement permise, ils ne sont plus Mouchanim, ils ne sont plus, on va dire, prédisposés, envisagés pour pouvoir être utilisés pendant Shabbat. Alors, pour essayer d'apporter une réponse au Tanakama, il va falloir finalement, il n'y a pas 30 000 possibilités, il y a simplement 2 possibilités de réponse. Ou bien on estime que non, il n'y a pas eu de din de bitul à Keli, il n'y a pas eu, on va dire, d'annulation du Keli. C'est-à-dire que malgré l'existence des débris, ce serait comme si toujours le Keli était toujours entier, et il y a donc toujours un din de Mouchan. Comme si la jvira, c'est-à-dire la brisure en fait, la fracture du Keli, n'a pas eu d'effet, n'a pas eu d'incidence sur le din hachana, sur le fait que le keli il puisse être envisagé pour être utilisé durant Shabbat. Il n'a pas affecté ce din-là. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité de réponse... Ah non, je m'excuse. Dans la première possibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout de bitoul. Il n'y a pas eu de bitoul. Il n'y a pas eu d'annulation, quoi. Et la deuxième possibilité, ce serait de dire que s'il y a bien eu un bitoul, mais qui n'a pas affecté la hachana. C'est-à-dire que le din mouchan du keli originel reste toujours valable, valide, quand bien même il y a eu un bitoul. Ce qui serait en soi contradictoire. Puisque comment concilier ces deux idées de dire qu'il y a eu à la fois un bitoul à keli, mais qu'il y a eu quand même un din hachana qui a été conservé. Ce serait une piste à explorer, mais qui serait moins envisageable que la première. La première de dire que tout simplement il n'y a pas eu de din bitoul, que le fait que les débris aient gardé une fonction quand bien même elle est différente, vient nous révéler qu'il n'y a pas eu véritablement d'annulation du statut du keli. Alors comment ça fonctionnerait malgré tout? Alors pour envisager comment ça fonctionne, il faut s'intéresser finalement au seul cas où la Torah nous parle, nous définit les différents kelim, et ces cas, c'est ceux de Hilchot Tum'a, tous les halachot qui sont relatives au sujet de pureté et d'impureté. Et donc à ce sujet, le Rouv a voulu ramener une observation, une chakira, une analyse du Rav Soloveitchik
à partir du Rambam. Alors le Rambam, dans Ilchot Kelim, dans les halachot, dans les lois qui concernent justement les ustensiles, il fait la distinction suivante concernant leur faculté de contracter ou pas un statut d'impureté. Alors le Rambam explique que Kol Akelim Shenishberu Venif Sedat Suratam, que tous les ustensiles littéralement qui ont été détruits, qui se sont brisés et qui ont perdu Suratam, c'est-à-dire leur forme, En Shivrehem et Kabelim Tuma'a, leurs débris ne peuvent contracter de la Tuma'a, de l'impureté. Autrement dit, pour contracter de l'impureté, il faut qu'un Keli soit entier, qu'il ait conservé sa forme. Alors le Rambam apporte tout de même une exception qui est celui des klicheres. Klicheres, c'est-à-dire les kelis qui sont faits en argile, où il explique que tant que le klicheres conserve une ishtamshut, c'est-à-dire une utilisation quelconque, eh bien, c'est une xeratakatu, c'est-à-dire que c'est une loi de la Torah, qui nous explique qu'ils peuvent tout de même contracter de la tum'a, c'est-à-dire qu'ils peuvent contracter de l'impureté. Donc on voit que dans le Rambam lui-même, le Rambam est mechalek, c'est-à-dire qu'il observe deux dynim, c'est-à-dire deux règles vis-à-vis des ustensiles. Il y aurait deux approches concernant la définition d'un keli. Il y aurait les kelim qui se définissent à travers leur tsura, c'est-à-dire leur forme, la forme qu'ils ont, c'est-à-dire l'ensemble, dans leur entièreté. Et il y a les kelim comme les klicheres, qui sont définis non pas par leur forme, mais par leur utilisation, ce qu'on appelle la hishtamshut. Et ainsi, le Rambam voudrait dire que de manière générale, l'ensemble des ustensiles sont définis par la forme qu'ils prennent, le tout, et il y a d'autres kelim, qui sont les klicheres, qui eux sont définis non pas par leur forme, mais par leur possibilité d'être utilisés. Et en fait, à partir de cette analyse du Rambam, on pourrait peut-être répondre pour Tanakama, et essayer d'expliquer la marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Peut-être que justement, d'après Tanakama, on apprend la définition d'un keli, ce qui fait la chashivut, c'est-à-dire l'importance d'un keli, ce serait sa ishtamshut, ce serait son utilisation. Parce qu'on apprend la définition d'un shem keli à partir du klicheres. Et donc, tant qu'il y a une ishtamshut, quelque part, eh bien, on considère que c'est un keli, ou du moins c'est ce qui définit un keli. Donc, Tanakama estimerait que toutes les règles de Muktzeh relatives aux ustensiles sont calcables, ont été apprises notamment en termes de définition des kelim concernant les inyanim, c'est-à-dire les sujets de Touma, de pureté et d'impureté. Et c'est ce qui expliquerait que quand même il y a un bitoul du keli originel, ou du moins non, je m'excuse, ça considérait qu'il n'y a pas de bitoul. Quand bien même il y a eu une jvira, quand bien même il y a eu une brisure, il n'y a pas eu de bitoul à keli, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'annulation du keli. Puisque le keli n'est pas défini par sa tsura, par sa forme, mais par son utilisation. Donc tant que l'utilisation finalement n'a pas été atteinte, n'a pas été affectée, eh bien cela reste un keli, quand bien même il y a une jvira. Puisque la jvira finalement, la brisure, elle affecte la tsura du keli, la forme du keli, mais elle n'affecte pas suffisamment l'utilisation, la ishtamshut du keli. Alors que d'un autre côté, Rabbi Yehuda penserait que Chazal, c'est-à-dire les Chachamim, ont fixé les dynim de Muktzeh à partir des autres kelim que celui du klicheres. Et qu'ainsi le shem keli dépend de la tsura du keli, dépend de sa forme. Et à partir de là, s'il y a une jvira, s'il y a une brisure, eh bien, cela entraîne un bitoul du keli parce que précisément ça vient affecter la tsura, la forme du keli. Mais dans le cas particulier où bien qu'il y ait une jvira, eh bien les débris conservent la même fonction, eh bien ça nous révèle tout simplement, c'est un gilou milta, que la jvira, la brisure n'a pas été tout à fait fonctionnelle. Elle n'a pas suffisamment marché. C'est un gilou milta, ça vient nous révéler qu'il a gardé sa tsura malgré tout. C'est comme si finalement, c'est ce qu'on avait dit, il avait simplement rétréci. Le keli est resté entier, mais en un peu plus petit. Et donc à partir de là, on a pu comprendre ce qui opposait Rabbi Yehuda et Tanakama, ce serait peut-être la définition du Shem Keli. Rabbi Yehoshua ben Kocha Omer, Kol halomed Torah ve'ino chozer alea, dome le'adam shezorea ve'ino kotzer.